ma gauche, Delphine Rouxel, qui est avec nous, présidente de Nestine, un groupe... Pardon, Nesten, pardon, excusez-moi, je débute dans le métier. Sophie Richard, présidente de Via Agimo. Bonjour, merci d'être avec nous. Et de l'autre côté? Et de l'autre côté, Guillaume Martineau, président du réseau Orpi. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et Daniel Iribarren, président du groupe Etsy, avec un H, je crois que c'est important, qui regroupe donc plusieurs marques, on en parlera, dont la marque Carmen, Pololides.com. Poplidays. Voilà, et nous on parlera de toutes ces marques ensemble. Alors aujourd'hui, on va revenir sur cette diversification nécessaire avec une palette d'activités pour booster le chiffre d'affaires des agences immobilières avec vous. Et on démarre peut-être avec la première question sur l'agent immobilier et ces 3 points peut-être principaux métiers aujourd'hui. Tout à fait. Alors on va voir avec nos intervenants si ils incitent justement à pratiquer les trois métiers qui sont donc la transaction, gestion et le syndic. Alors vous avez constaté qu'on a 2 gros réseaux, Nesten et Orpi, et puis après on a des réseaux, des sociétés qui se sont spécialisées. Je pense à Sophie Richard qui représente le premier réseau de viagers en France, qui est devenu d'ailleurs société à mission, on en parlera aussi. Peut-être pour commencer, on va parler avec vous, Sophie. Pourquoi cette spécialisation ? Alors le 100%, c'est vrai que j'ai opté pour un parti pris qui pouvait apparaître assez audacieux, de partir sur du 100% viager. Cette spécialité 100% viager est d'abord née d'une évidence qui s'est muée en conviction et en vision. C'est parti de constats entre l'allongement de la durée de vie et surtout ses conséquences sur la tension des finances publiques, la volonté de nos grands-parents de rester vivre à domicile le plus longtemps possible, c'est 9 Français sur 10, le financement de la dépendance, c'est 53 milliards de dépenses publiques, et dans le même temps, on retrouvait des difficultés de l'accession à la propriété pour beaucoup d'acquéreurs, en raison des prix de l'immobilier, d'une fiscalité qui est oppressante et d'une économie qui est instable. Et donc tous les ingrédients étaient réunis pour me confirmer que le marché viager est un marché porteur et qui s'inscrivait surtout dans le sens de l'histoire. Qui a aujourd'hui une meilleure image. En tout cas, on y participe. Ouais. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, donc il y a quasiment 13 ans maintenant, j'ai ouvert ma première agence immobilière spécialisée 100% viager. Partie... prix audacieux, surtout challengeant, parce que je vous avoue, en toute intimité, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde encore dans la salle, on est entre nous, il y avait quand même quelques personnes autour de moi qui trouvaient que ce parti pris était plutôt utopique et assez inutile. Et je pense qu'ils ne voulaient pas croire dans la profondeur et l'opportunité de ce marché viager. Alors là, on est dans la transmission, peut-être, aujourd'hui, sur ce sujet. Alors, dans la transmission, ça fait partie aussi de la société à mission, c'est de démocratiser, d'apporter au plus grand nombre cette information et aux professionnels concernés que le viager s'inscrit dans le sens de l'histoire et était une vente imminemment d'actualité, la retraite étant source de crainte pour beaucoup. Parce que ça permet, je rappelle quand même, aux personnes âgées de rester à domicile. Exactement, et c'est la volonté de 9 Français sur 10. Oui. On parle ici de nos grands-parents. Donc tout le monde a un grand-parent de près ou de loin ou des parents. Et nul ne se résout de gaieté de cœur à placer un parent en EHPAD. Et donc il y a des solutions et le viager s'inscrit dans cette démarche sociétale. Alors, question pour peut-être Delphine pour Nesten. Alors, Nesten, vous ne faites pas de viager. Alors, on ne fait pas de viager directement, mais l'intérêt d'une agence immobilière aujourd'hui, et je pense que toutes les personnes dans la salle en sont conscientes, c'est que le client, il attend le maximum de services quand il pousse la porte d'une agence. On peut plus se contenter des 3 métiers, comme vous disiez tout à l'heure, et j'imagine que vous vouliez parler de la transaction, du syndic et de la gestion. Aujourd'hui, un agent immobilier, heureusement, il est aidé par la formation, il est aidé par les nouvelles technologies, mais il ne se contente plus de ces 3 métiers. Il fait aussi de la conciergerie, il fait aussi de l'assurance, il fait aussi de la mise en relation au niveau des banques, et puis pourquoi pas, il peut aussi être à l'origine d'un projet comme le viager et s'associer ou s'accompagner de l'expérience de spécialistes, dont Viagimo. Donc ça veut dire que ça passe forcément par la formation continue sur ces nouveaux services ? La formation continue, elle est nécessaire dans un métier comme le nôtre parce qu'il est très complet. Moi, j'ai commencé il y a 30 ans et c'est sûr qu'à l'époque, on prenait un document ISO et on signait un compromis de vente en 5 minutes sur une table. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Une vente, elle est complexe, vous le savez, il faut d'abord l'analyse du bien immobilier. J'ai pas parlé d'ailleurs d'un métier aussi très important, c'est l'expertise immobilière.
beaucoup de franchisés chez Nesten font aussi le choix d'être formés à l'expertise immobilière. Donc ce métier, il est très complet, il est sans cesse en évolution et il demande évidemment une formation. Je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle. Sachez que votre formation ne va pas s'arrêter maintenant. C'est-à-dire que quand vous allez devenir un professionnel, vous devrez encore continuer. Alors la loi Allure l'a imposé, mais je pense que ce n'est pas une loi qui doit nous l'imposer, c'est nous-mêmes par rapport à la qualité de service qu'on veut apporter aux consommateurs. Et plus le client final sera satisfait de pousser la porte d'une agence immobilière, plus il y reviendra. Et c'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'expérience client va peut-être devient un enjeu primordial. Elle l'a toujours été, mais c'est encore plus important. Ouais. Nous, on s'amuse à dire qu'on aimerait être le bon interlocuteur de la première colocation jusqu'au viager. Parce que des cycles immobiliers, vous en avez plein dans votre vie. À un moment, vous êtes locataire, à un moment, vous faites votre première acquisition, puis vous allez faire un investissement, puis deux, et puis pourquoi pas chercher aussi des locations pour vos enfants. Enfin, un cycle immobilier, c'est très complet, et je pense que le bon professionnel, il doit savoir répondre à toutes ces attentes. Et nous, consommateurs, on est très exigeants. Aujourd'hui, quand on achète une voiture, on s'attend à ce que le concessionnaire nous propose une assurance, un crédit, et bien dans l'immobilier, c'est la même chose. Il faut que le service soit le plus complet possible. Peut-être Guillaume Martineau, alors vous qui représentez le réseau Orpi que vous présidez. Alors chez Orpi, on sait que vous aimez beaucoup la formation. Vous avez mis plein de choses en place intra-réseau pour ça. On parlera aussi de l'intelligence artificielle, que c'est un des thèmes, Cécile, que vous utilisez beaucoup aussi dans votre réseau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Delphine disait? Est-ce que c'est pareil chez Orpi? Si je vous dis l'inverse, ça serait quand même pour le moins curieux. Non, bien évidemment, on voit bien que le métier a changé depuis des années, qu'on doit se former encore un peu plus et que les attentes de nos clients sont de plus en plus grandes. Donc ce qui est difficile en écoutant Delphine, c'est de se dire qu'on doit effectivement être capable de répondre à tout, sur tous les sujets du parcours immobilier de nos clients. Et ça, c'est une attente et c'est un véritable enjeu. Sur la formation, on ne peut plus se contenter d'un vernis. C'est-à-dire que les attentes sont profondes. Ce qui est difficile, c'est de trouver les bonnes personnes, les bons conseillers, parce que l'image qu'on avait de nos agences, c'était on rentrait, on faisait de la vente, de la déballe, où ça allait très vite. Notre vice-présidente est là, Corinne Béret, qui est là dans la salle. On a axé, elle en particulier, tout ce qui était formation. Et la difficulté qu'on rencontre parfois, c'est cette formation virtuelle où on a l'impression qu'on peut se former en un clic. Et on se rend bien compte que c'est plus suffisant. C'est-à-dire que juste mettre quelqu'un derrière un ordinateur, lui faire suivre un parcours déshumanisé, c'est pas suffisant. En tout cas, nous, on l'a fait, on le fait, mais on se rend compte qu'on doit revenir finalement aux fondamentaux. C'est remettre des gens dans des salles, échanger, s'assurer de leur connaissance. Parce qu'en fait, si on ne s'assure pas qu'ils ont validé, alors on aura juste un vernis et on ne répondra pas correctement. Parce que si on fait juste du marketing en disant, voilà, chez nous, on est estampillé, on est validé sur tel sujet, ça ne sera pas suffisant. Pour gagner la confiance de nos clients, il faut prouver qu'on s'est bien formé, qu'on est en fait exigeant avec nous-mêmes. Et comment vous expliquez que les clients soient de plus en plus exigeants? Est-ce que les clients ont plus de connaissances sur le sujet? Alors, il y a plus de connaissances parce qu'il y a beaucoup plus d'accessibilité entre les réseaux sociaux, les chaînes d'infos, on m'a dit que, enfin toutes les choses. Les gens sont plus exigeants, on en parlait hier soir, on a des vies qui font qu'on a peu de temps en fait, on court tout le temps. Et on doit faire rentrer, Michael Aguilar nous le disait hier soir, on doit faire rentrer plein de choses dans une journée, là où avant, on avait moins de choses à faire. Donc comme nos clients ont moins de temps, il faut qu'on puisse leur faire gagner du temps. Et pour leur faire gagner du temps, il faut qu'en poussant la porte d'une de nos agences, Daniel est pas très loin de chez nous, parce qu'on est dans le sud-ouest tous les deux, le réseau Carmen, pour moi c'est un réseau aussi extrêmement sérieux, c'est-à-dire qu'on doit pousser la porte d'une agence et gagner du temps. Daniel Héribarren, vous êtes président du groupe Etsy, fondateur de Carmen et Poply Days, 30 agences, on l'a dit, sur la côte basque, mais aussi dans le sud des Landes. On parle beaucoup forcément de proximité, de régionalisation, ça aussi ce sont des enjeux importants? La proximité, c'est une de nos valeurs, c'est-à-dire être toujours proche du client. Mais je voulais rappeler donc le sujet qui était de porter de nouveaux produits, de nouvelles activités à une agence immobilière. Et rappeler également donc le nom de mon groupe qui s'appelle Etsy. Etsy en basque, ça veut dire après-demain. Ça veut dire toujours en mouvement, toujours essayer de se réinventer et anticiper, en fait. Et de se remettre en question et de trouver de nouveaux produits. Moi, justement, le produit que je propose depuis quelques années et qui a été un peu délaissé par la profession au profit de certaines conciergeries, c'est la location de courte durée. Oui. Et c'est une activité qui historiquement était entre les mains des agents immobiliers et qui
qui, je dirais, devrait le rester, mais en se modernisant, en essayant de s'adapter justement aux clients, aux usages, c'est-à-dire que le samedi, ça n'existe plus, il faut faire de la courte durée, il faut s'adapter avec des arrivées tous les jours, etc. Et c'est ce que quand j'ai fondé ma société Poply Days, mais on va y revenir, ce qui m'a amené à créer cette activité, c'est que en fait, notre premier client, c'est le propriétaire. Et le propriétaire, il faut toujours l'accompagner, parce que si vous ne l'accompagnez pas, donc, et vous ne lui proposez pas de plus en plus de services, comme on l'a dit, il va pousser la porte de votre voisin, et donc vous allez le perdre. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé donc de s'adapter à la profession, à la profession de location de courte durée, et donc par conséquent de lui amener, je dirais, une rentabilité importante donc de son bien, par plus de remplissage, plus de professionnalisme, etc. Et pour ça, vous utilisez l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des calendriers qui sont assez complexes à remplir, non? Alors, juste pour vous donner une idée, donc je parlais du samedi. Aujourd'hui, avec la courte durée, juste une semaine de 7 jours, c'est 16 combinaisons. Oui. Voilà, donc il faut travailler... Donc il y a des outils nécessaires. Alors nous, la problématique qu'on avait en fait dans les années 2010, là, à la fin des années 2000, c'était que petit à petit, avec les plateformes qui arrivaient, le Minitel, Abritel, etc., on arrivait plus... Le Minitel, vous remontez loin là. Ouais, mais c'était ça, Abritel, 3615 Abritel, ça a démarré comme ça. Nous, la profession, on s'est retrouvés sans clients. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Finalement, je vais essayer de me créer un outil qui va me permettre justement de distribuer mes disponibilités donc le plus largement possible, et finalement donc arriver à satisfaire mon propriétaire. J'insiste sur ça, satisfaire mon propriétaire. Pourquoi? Si je le satisfais, il est content de votre service, il reste chez vous, et si un jour il veut vendre son appartement, il vous confie le mandat, quoi. Delphine Rouxel, vous l'entendez, effectivement, le propriétaire est peut-être l'un des plus importants, mais le locataire aussi, qui peut devenir demain propriétaire. Ah, effectivement, de toute façon, c'est pour ça qu'on parle de tous les cycles de vente, et qu'un client, on doit le prendre de son premier projet immobilier. Comme je le disais, c'est très souvent une première colocation ou un petit studio parce qu'on est étudiant. Et s'il trouve au sein de son agence immobilière, quelle que soit la marque, Orpi, Nesten, Century ou les autres, s'il trouve un service de qualité, déjà, l'image de la profession gagne, puisqu'on a aussi souvent eu une image un peu décriée. Et je pense qu'on doit tous aller vers cette excellence sur le service, et quel que soit le projet immobilier, le prendre comme un projet important et accompagner la personne avec la même qualité de service. Et on parle beaucoup de diversification d'activités pour le client, mais c'est aussi essentiel pour l'agence, parce que l'agence, quand elle a une activité diversifiée, eh bien, quand on traverse une période un petit peu plus compliquée, comme on vient de le vivre, eh bien, elle récupère un chiffre d'affaires en location, en administration de biens, et ça peut la sécuriser. Et c'est extrêmement important aussi pour les entrepreneurs que nous sommes de savoir que notre activité, elle ne repose pas que sur une partie du métier, mais sur un ensemble d'activités, enfin, un ensemble d'activités complémentaires qui vont nous donner du chiffre d'affaires et donc nous conforter. Et on l'a vu, c'est vrai, pendant cette crise, ceux qui ne faisaient que de la transaction ont eu plus de mal que ceux qui faisaient transaction, gestion. Alors malheureusement, on ne peut pas faire ce type de généralité, parce que Michael Aguilar le disait très bien hier, tout est dans le mental et tout est dans votre façon d'aborder. Si vous êtes très négatif et vous dites que votre marché il est fini, que c'est compliqué, que l'herbe est plus verte chez le voisin, eh bien vous ne serez pas performant demain dans votre agence. Mais si vous vous dites que de toute façon, le logement, ça reste une des préoccupations principales des Français, nous tous ici, et si vous apportez du service, on parlait tout à l'heure du propriétaire, être auprès du propriétaire, puisque tout commence dans cette relation avec le propriétaire. Si vous apportez des biens au prix du marché, vous ferez toujours de l'immobilier. On a toujours besoin de se loger à un moment ou à un autre. Sophie Richard, vous avec Viagimo, on parlait d'anticipation. Là, chez vous, on est vraiment dans le sujet. Comment ça se passe? Est-ce que ce sont plutôt les propriétaires qui viennent vous voir, ou est-ce que vous recherchez et vous arrivez finalement à convertir certaines personnes? Qui rentre en premier? Celui qui veut acheter ou celui qui veut vendre? Alors généralement, c'est d'abord le vendeur qui recherche des solutions pour le mieux vieillir à domicile, son 3e et 4e âge. De plus en plus, avec la démocratisation du viager, ce sont les enfants qui viennent nous voir pour trouver des solutions pour leurs parents.
parce qu'ils ont bien pris conscience aujourd'hui que la solidarité va dans les deux sens, ascendant vers descendant, mais également descendant vers ascendant. Et qu'il est urgent de trouver des solutions pour le financement de la dépendance. Et comme on l'a vu, c'est 9 Français sur 10 qui souhaitent rester vivre chez lui, dans le logement où il a tous ses repères. Il a juste besoin d'un coup de pouce pour améliorer son quotidien, avoir des aides à domicile et puis adapter le logement à une situation éventuelle de handicap. Est-ce que l'intelligence artificielle vous aide sur la recherche, peut-être sur... est-ce que aujourd'hui c'est un outil important, intéressant pour vous, ou c'est plutôt un danger? C'est quoi? En toute transparence, non, pas à ma connaissance. En tout cas, nous, on ne l'utilise pas. Il faut bien avoir conscience que tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Et le viager peut faire peur. Donc ça passe d'abord par de la réassurance et de l'humain. C'est d'ailleurs pour ça que l'un des 3 prérequis pour intégrer une agence Viagimo, c'est d'avoir une agence physique. Une agence physique, ça reste un lieu de lien social, de proximité. Et c'est ce qui va permettre de réengager la confiance entre le client, nos apporteurs d'affaires également. Les notaires sont une grosse source d'apporteurs d'affaires. Et ils ont confiance dans la compétence et notamment dans la spécialité. C'est pour ça qu'on a choisi le 100% viager. Guillaume Martineau, je parlais de régionalisation tout à l'heure. Vos agences, elles ont toutes des clients différents puisque la population est certaine parfois plus vieillissante, surtout sur le littoral. Comment on s'adapte? Est-ce qu'on fait un état des lieux? Est-ce qu'on regarde un petit peu forcément le marché au moment où on va s'installer? Quand on ouvre une agence? Ouais. Oui, bien sûr, on regarde le marché, mais la régionalisation, il y a des états d'esprit différents, des besoins différents, mais par contre, le besoin fondamental reste le même. Donc, ce qui est très curieux, nous, on a Orpi, c'est Organisation régionale des professionnels de l'immobilier, il y a un peu plus de 1300 agences. En fait, on vit partout. Moi, je suis venu avec le conseil de gérance d'Orpi France parce que je voulais qu'ils viennent à Metz, parce que quand on habite en région, ce qui est le cas des administrateurs d'Orpi qui habitent beaucoup en région, on a une vision de villes comme Metz, par exemple, le maire de Metz en parlait un peu, surtout quand on vient du sud, on se dit oh là là, ça doit être très dur là-haut, les pauvres. Et en fait, en découvrant, en parcourant la France, on s'aperçoit que toutes les régions, évidemment, vivent, ont du sens, il y a des marchés immobiliers. Nous ne sommes qu'à 1h20 de Paris d'ici, donc ça veut dire que parfois vous mettez moins de temps pour faire Metz-Paris que intramuros dans Paris. Je vous confirme, oui. Voilà. Donc ce qui veut dire que la façon d'habiter et de loger, il y a une jeune femme qui travaille à l'AMEPI nationale ici, qui habite Metz et qui vient tous les jours à Paris. Donc dans notre mode, et surtout après la Covid, on a vu les changements fondamentaux de mode de vie des Français. Donc on se rend compte qu'il y a un marché différent partout, il faut l'analyser. On voit aussi en période de crise que toutes les régions ne réagissent pas pareil. Nous, on l'a vécu, notamment l'Île-de-France a souffert un peu plus que d'autres régions. Donc ça oblige à avoir de la modestie aussi et pas toujours se dire que tout part de Paris. Et on a vu qu'il y avait aussi des disparités au sein même d'une ville, dans des quartiers. Hein. Il y a des... Tout à fait. Donc en fait, c'est plus comme... Moi, j'ai commencé il y a 32 ans et voilà, Paris s'enrhumait, la province toussait, c'était 1 an ou 2 ans après. Alors que maintenant, il n'y a pas de règle en fait. À Biarritz, il peut y avoir un mouvement, on n'a pas le même dans les Landes. Donc on est obligé de s'adapter en permanence. Les gens ne travaillent plus de la même façon. Je suis sûr que dans cette salle, il y a des gens qui sont peut-être en télétravail, qui ne sont pas physiquement dans leur bureau. Donc on peut se permettre d'habiter à d'autres endroits. Donc nos agences, effectivement, quand on ouvre, on fait bien évidemment une étude de marché. Vous parlez beaucoup d'intelligence artificielle depuis tout à l'heure. Donc, vous avez un lab, vous, chez Orpi, hein. On a un Orpi Lab qui est tenu par Damien Hortz, qui est un de nos confrères, qui a fédéré des agences. C'est-à-dire qu'on a pris des confrères du réseau, on leur demande de réfléchir sans qu'il y ait de pression de la part du conseil de gérance. C'est-à-dire qu'on leur demande d'être ouverts à tout. Et même le truc le plus incroyable, qu'on ne s'interdise pas, nous, surtout qui sommes un peu plus âgés qu'eux, de dire ben non, mais ça ne marchera jamais, la fameuse pub de Renault. Donc on a mis un Orpi Lab et on les laisse réfléchir. Après, on décide si on met en place... Sur quel type de sujet, par exemple, pour qu'on comprenne bien? Sur la façon de financer, sur toute la partie courtage, la partie assurance, la partie toute cette offre diverse qu'on doit offrir à nos clients. On leur demande sur la façon de travailler, de gagner du temps sur de la rédaction de compromis. Est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle jusqu'au bout ou pas? Donc, ils ont sur le développement de notre réseau, est-ce qu'on développe notre réseau comme on l'a fait depuis 60 ans, ou alors est-ce qu'on crée un nouveau concept? Et est-ce qu'on crée un concept lié à des villages, lié à des villes intermédiaires? Donc, en fait, on les laisse aussi nous apporter des réflexions. Parce que quand vous dirigez un groupe comme ça, on est 7 pour gérer ce groupe, vous pouvez à un moment donné vous enfermer parce que vous pensez que votre pensée est la bonne.
Donc ce qu'il faut en permanence, c'est toujours Tant avoir... que ça fonctionne, pourquoi changer, c'est ça à la Exactement. base. Là, on a fait un gros bouleversement sur nos méthodes de travail il y a 2-3 ans et demi. On a changé tout notre écosystème digital. On est parti chercher une solution informatique qui était disruptive. Donc beaucoup nous ont prédit que ça serait compliqué. Ça, ils avaient Et pas vous l'avez tort. trouvé où cette solution Alors moi, j'avais trouvé ça à New York. Ce sont des Belges, mais que j'ai été parti chercher à New York. Donc il y a un travail de sourcing aussi. Hein. Oui, en fait, il faut être en éveil permanent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire tout se passe à tel endroit. Il faut être capable, comme on le fait tous là, puisqu'on a tous fait, entre guillemets, un effort de mobilité pour venir jusqu'ici. Et bravo à Cédric pour ces journées qui sont quand même très instructives et qui regroupent tout le monde. Mais c'est en discutant, en échangeant, alors on entend quelque chose et ça vous oblige à réfléchir. Vous dites, ah bah tiens, oui, il a raison, moi je n'avais pas mis ça chez moi en place. Donc si vous êtes figé, et la difficulté pour des réseaux comme le nôtre, c'est que plus vous êtes gros, plus vous pouvez commencer Vous êtes moins agile. à penser que vous avez raison et que, et en permanence, on doit se remettre en question, se dire que ce qui a fonctionné pendant 30 ans ne fonctionnera peut-être plus demain, les consommateurs changent. Donc cet orpilable, cette façon de réfléchir, c'est une façon d'aller rechercher de l'excellence pour demain. Et Daniel Iribarren, on se projette à combien de temps aujourd'hui quand on est à la tête d'un réseau? Est-ce que c'est sur 1 an, 5 ans? On anticipe le marché sur combien d'années? Alors nous, on est en pleine réflexion par rapport à notre groupe. J'ai convié toutes mes équipes le 15 janvier prochain au CAP 2027. Donc je vous réponds, c'est 3 ans. D'accord. Mais je voulais revenir donc à l'intelligence artificielle et dans le métier de la location de vacances. Donc j'en étais je dirais, à la diffusion et à la multiplication de la diffusion par le biais d'une plateforme que j'ai créée rien que pour notre société. Et finalement, on s'est dit, pourquoi ne pas, je dirais, mettre à disposition donc, cette plateforme auprès de la profession. Et aujourd'hui, on a à peu près 600 agents immobiliers français basés sur toutes les régions, donc, qui utilisent notre système. Et c'est quoi? En fait, l'intelligence artificielle que nous utilisons énormément aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de data qui nous permet d'analyser le comportement donc, des voyageurs, des tarifs, des disponibilités, du changement, je dirais, du sacro-saint samedi au samedi, j'en parlais tout à l'heure. Et on est capable d'apporter à notre client agent immobilier je dirais, la réponse qu'il ne savait pas donner à son propriétaire, pourquoi ça se loue plus, pourquoi ça se loue moins, grâce justement à toutes ces analyses, et je dirais, et grâce à la data, et on est capable, je dirais, justement d'apporter toutes ces solutions et toutes ces solutions que l'agent immobilier n'avait pas. Et donc grâce à ça, il continue donc à cette profession-là et il satisfait son propriétaire. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on oublie ce que c'est que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est du stockage de données, donc de la data, comme vous dites, qu'on entraîne et qui nous permet d'avoir des réponses très rapides. Au final, il n'y a rien de sorcier dans tout ça, parce qu'on entend certains professionnels qui peuvent être un peu effrayés par l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, c'est nous qui la formons, en fait, qui l'entraînons. Alors nous, on fait un mix. On fait un mix entre, je dirais, la data, l'intelligence artificielle qui vous donne la réponse. Et ensuite, vous avez, dans notre plateforme, on a ce qu'on appelle un pôle professionnel qui, justement, lui, va vérifier que l'IA ne nous a pas trompé sur la réponse à donner, etc. Pour l'instant, on ne fait pas confiance à 100% à l'intelligence artificielle. Et heureusement qu'on existe encore, l'homme. Hein. Oui, Guillaume Martinet. Oui, justement, c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire qu'il faut se faire aider. Le lab, par exemple, quand vous me demandiez ce qu'il faisait, il nous aide à alléger la tâche du conseiller. C'est-à-dire tout ce qui est chronophage, qui n'a pas de valeur ajoutée, qui prend du temps et qui casse les pieds de nos conseillers. Et qui est répétitif. Et qui est répétitif et qui fait qu'ils n'ont pas envie de le faire. Donc ça, ce sont des choses qui nous aident. Mais au bout de chaîne, il faut toujours qu'il y ait une femme ou un homme qui comprennent le besoin de la femme ou de l'homme qui est en face de lui. Donc si vous ne mettez que de l'intelligence artificielle, vous risquez de... C'est comme quand vous regardez vos réseaux sociaux, à un moment donné, vous regardez que la même chose. On vous propose que le même contenu. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'avoir des conseillers qui soient allégés des tâches chronophages et puis qui puissent réfléchir et faire un peu mieux la valeur ajoutée. Daniel, justement, on parlait de la crise tout à l'heure. Vous, comme vous avez un groupe avec plein de marques à l'intérieur, plusieurs marques, vous faites de la restauration aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez traversé la crise ? On la traverse tout en se réinventant tous les jours et en essayant de trouver des nouvelles solutions.
que ce soit dans les agences, que ce soit chez Poppy Days. On est aussi promoteur immobilier. Là, c'est de plus en plus compliqué, justement, avec ce que là, on a quand même, on a traversé la crise justement parce qu'on n'a pas de stock, mais on n'a pas de stock en dur, mais globalement, l'activité quand même se réduit. Donc, on essaye de trouver des solutions. On essaye, pourquoi pas, aller vers de la réhabilitation. C'est-à-dire, Etsy, ça réfléchit tous les jours, c'est se remettre en question et trouver de nouvelles solutions. Et comme chez Orpi, mais peut-être à moindre échelle, on a des gens qui réfléchissent tous les jours, des petits ateliers qui travaillent et qui se disent il faut faire ça. Et donc ils nous le soumettent et on dit. Donc vous avez des collaborateurs qui ne font que ça. Qui ne font que ça. Ouais. Delphine Rouxel, la France commence à se réindustrialiser. Ça veut dire que création de nouveaux bassins, en tout cas d'emploi, un peu partout en France. Est-ce que vos services, l'intelligence artificielle, anticipent ces changements, de dire là, certaines personnes vont arriver dans cette région, il va falloir leur trouver du logement? Alors effectivement, nous on y réfléchit déjà par rapport à nos futures implantations d'agences. On a aujourd'hui 430 agences sur l'ensemble du territoire. On estime notre maillage possible jusqu'à 600. Donc évidemment, pour que ce soit porteur pour tous, et notamment pour celui qui porte le projet de créer une agence, on s'intéresse à tous ces bassins émergents. L'intelligence artificielle nous accompagne, mais j'ai envie de dire que tous les réseaux doivent être très conscients des besoins aujourd'hui des clients et anticiper ce demain. Donc c'est pour ça que dans notre enseigne, comme dans d'autres, on a des instances de réflexion. On peut parler de quelques événements qui sont arrivés il y a quelques années, mais qui restent encore pour les anciens de vraies révolutions. C'est l'estimation en ligne. Ça a été fait évidemment grâce à des logiciels, et ces logiciels et toute cette intelligence artificielle et toutes ces techniques nous aident à nous diversifier et justement à répondre à ces besoins de marché. Ça peut être les rendez-vous en ligne. Aujourd'hui, sur tous les sites, il y a des chatbots, mais des chatbots qui sont là pour répondre aux questions des internautes, et l'intelligence artificielle nous aide à être le plus pertinent possible pour renseigner les Français sur leurs interrogations par rapport à l'immobilier. Et vous, avec Sophie Richard, on en parlait tout à l'heure aussi d'anticiper toute cette réindustrialisation, mais il y a aussi les villes plus vieillissantes d'autres. Donc ça, c'est plutôt votre créneau peut-être, j'imagine. Alors ça fait partie aussi des idées reçues, parce qu'il y a énormément de tabous et d'idées reçues qui entourent le viager, et le viager n'est pas réservé qu'à la région PACA et à Paris intramuros. Pourquoi ? Parce que la retraite concerne tout le monde. Nos grands-parents sont issus de toutes les provinces de France, et les acquéreurs achètent très souvent, ils sont porteurs de projets qui ont du sens. Et donc, ils vont investir aussi dans l'immobilier qu'ils connaissent. Et donc, ils rejoignent souvent leur région natale. À quel moment on peut décider finalement de vendre sa maison au viager? Pas forcément quand on est à la retraite. On peut anticiper aussi, non? Alors, il n'y a pas d'âge légal pour mettre en vente en viager. Et malheureusement, depuis plus d'une dizaine d'années où j'exerce sur cette profession, les vendeurs sont de plus en plus jeunes. Et ça, c'est assez malheureux parce que ça prouve qu'il y a une vraie paupérisation de nos anciens. Entre l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, le gel des retraites, il est urgent de repenser un modèle de prospérité. Pourquoi ? Parce que notre système de retraite par répartition actuel est complètement obsolète et à bout de souffle. Et je suis convaincue que le viager s'inscrit parfaitement dans ce contexte. En tout cas, j'y travaille. Et justement, on parlait de la crise tout à l'heure. Est-ce que vous avez constaté, Sophie, une augmentation des demandes de viagers à travers cette crise? Justement, est-ce que ça a attiré des primo-accédants, des personnes qui n'avaient pas la capacité d'acheter? Est-ce que voilà, vous avez eu ce genre de clients? Alors, même avant la crise, parce qu'il y a 13 ans, quand j'ai créé ma première agence 100% viager, c'était un pari assez fou. Et c'est vrai qu'au fil des années, bon nombre de conjonctures sont venues confirmer que on évoluait sur un marché porteur. Entre déjà la réforme des retraites, la crise, effectivement, avec le confinement, les grands-parents étaient enfermés dans un 9 mètres carrés et ils souffraient de l'isolement, à ne plus voir leurs enfants et leurs petits-enfants. Et c'est là qu'ils se sont dit, finalement, je suis bien chez moi, dans le logement que je connais. Et j'imagine que le scandale Orpea aussi vous a aidé un petit peu, non? Le scandale. Et le scandale Orpea est venu confirmer en fait qu'il suffisait juste de réadapter un logement et de repenser à cette nouvelle forme de retraite, parce que l'allongement de la durée de vie fait qu'aujourd'hui on hérite quand on a une soixantaine d'années, donc on n'a plus besoin de cet héritage. Alors que c'est plutôt à 40-45 ans qu'on a besoin de l'aide précieuse de nos enfants. Et vendre en viager, c'est aussi donner tout ou partie du bouquet à ses enfants.
Si on devait donner des conseils aujourd'hui à ces étudiants qui sont là aujourd'hui, qui vont s'inscrire dans une lignée immobilière pour être bien capés, est-ce qu'il faut faire du droit? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Oui, par exemple. Ce que je leur conseillerais, c'est déjà de prendre exemple sur la jeune femme qu'on a vue tout à l'heure, qui nous explique qu'au moment fatidique, elle repense à ses 10 années de formation et tout ce qu'elle a fait. Donc moi, ce que je dirais à tous ces jeunes qui sont un peu là-haut, là, c'est que c'est un métier de marathonien, notre métier. Donc moi, j'avais fait l'ESPI, j'ai commencé en 92, et en sortant de l'école, c'était une des crises les plus importantes. En tout cas, elle était, pour les plus anciens, elle était bien. Donc vous sortiez de l'école. Donc moi, ce que je leur dirais, c'est de bien réfléchir à pourquoi vous faites ça, quel est le sens de ce que vous voulez faire dans votre vie, et si le fait de participer à la vie des Français, de loger, de gagner votre vie évidemment en faisant ça, ça a du sens, parce qu'on rentre dans un métier qui touche tout le monde. Donc ça serait de bien vous former, mais de ne pas vous enfermer dans votre formation. Parce que si vous n'avez que des diplômes, alors vous n'aurez qu'une certaine façon de voir. Donc je leur dirais de rester ouvert sur le monde, sur la conjoncture, sur ce qui se passe. Et je refais allusion à ma vice-présidente qui dit toujours, dans chaque pépin, il y a un butin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on traverse une crise, nous par exemple, la crise qu'on traverse actuellement, elle nous oblige à repenser notre modèle. Donc c'est à chaque fois que vous traverserez quelque chose de difficile, tenez compte de ce que vous avez appris, vous avez gagné de l'épaisseur, et puis surtout, gardez en tête l'objectif que vous avez, et puis affrontez-le. Voilà. Alors propice peut-être à la reconversion, Delphine Rouxel aussi, pour ceux qui nous écoutent, parce que ça aussi, il faut repenser, se dire que l'immobilier n'est pas forcément d'une jeunesse, c'est aussi des gens qui décident de changer de vie. Alors effectivement, dans l'immobilier, il n'y a pas que des gens qui ont fait l'ESPI et qui ont suivi un parcours très traditionnel immobilier. Ça, on les retrouve évidemment à des postes d'encadrement ou alors dans l'administration de biens. Mais dans la vente, par exemple, la transaction ou la location, on trouve tout type de profil. Et nous, dans la franchise, on a aussi des créateurs d'agences immobilières qui n'avaient jamais fait de formation immobilière ou qui n'avaient jamais fait d'immobilier avant de nous rejoindre. Donc ce qu'il faut surtout, c'est rester curieux, je pense, et s'associer à une enseigne, à un groupement, un accompagnement qui vous permettra justement de pouvoir passer d'un métier à l'autre, ou en tout cas proposer tous les métiers au sein de la structure qui vous accueillera pour pouvoir répondre à ces besoins du client. Pensez client, si vous pensez client et mettez-vous dans cette peau de client, c'est assez facile parce que l'immobilier, ça nous concerne tous, eh bien choisissez une carrière et en tout cas un support, une entreprise qui vous permettra d'offrir tous les services utiles. Et pour finir, peut-être Sophie, même question. Alors déjà, pour les étudiants et les professionnels de l'immobilier, si vous souhaitez évoluer, en tout cas sur avoir une réussite dans la captation du marché du viager, vous avez 2 leviers à votre disposition. Soit vous partez sur de l'indication d'affaires. Concrètement, vous avez un client qui vient vous voir en agence, il vous sollicite sur cette vente. Vous ou votre confrère explique qu'il ne sait pas faire, il perd le client, c'est assez déceptif tant pour vous que pour le client. Deuxième option, et ce n'est pas la meilleure, vous vous dites, pas de problème, je sais faire, je vais y aller au talent. Grave erreur. Erreur notamment pour le porteur de la carte professionnelle avec les conséquences de responsabilité et de notoriété de l'enseigne. Et deuxième levier, vous faites le choix de la spécialité, comme je l'ai eu et les agences du réseau Viagimo également. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai testé avant vous. Quand j'ai créé ma première agence immobilière, comme bon nombre d'agences, j'avais sur mon enseigne achat, vente, gestion, location, viager. J'ai pu faire 2-3 ventes, rien de bien fou, un chiffre d'affaires pas très excitant. Et l'année où je me suis spécialisée, j'ai triplé mon chiffre d'affaires dès la première année. Et là, je tenais un prérequis pour la franchise Viagimo, être spécialiste. Pourquoi? Parce que nos clients, les acquéreurs, les vendeurs, les enfants des vendeurs, nos apporteurs d'affaires, les notaires, ont confiance dans la spécialité. Et ce n'est pas avec une formation de 7 heures à la FNAIM, par exemple, formation qui est très, très, très bonne, qu'on devient un spécialiste aguerri. C'est dans l'apprentissage, la répétition. Le terrain. Et le terrain, et puis de pouvoir s'adosser sur un service juridique et de communication intégré. Et Daniel Iribarren, l'humain, le facteur humain, il faut aimer les gens, forcément. Obligatoirement, oui. Il faut aimer les gens, il faut les écouter, il faut être... Avec l'accent, ça fait toujours plus chaleureux. Hein. Ah, vous trouvez? Ouais. Hein, le R. Ouais, c'est ça. De Iribarren. Hein, oui, c'est toujours être à l'écoute. Le client, quand même, c'est focus client.
et se mettre, je dirais, à la hauteur du client et de ce qu'il demande. Ça, c'est chez nous, c'est essentiel, quoi. Merci en tout cas à tous. Allez, une petite surprise pour vous. Regardez. Je vais vous donner 3 astuces sur la profession immobilière. Qu'est-ce qui se passe qui peut vous intéresser? Premièrement, qu'est-ce qu'on constate de plus en plus que tous les professionnels discutent? Numéro 1, plus d'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est numéro 1, l'importance de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le travail au quotidien des agents immobiliers. Deuxième point, plus de communication en utilisant des vidéos. Donc plus de communication en utilisant des vidéos. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, j'aime pas me voir en vidéo ». Ben, je regrette, mais c'est comme ça. C'est plus de communication, surtout en vidéo. Et le troisième point qui est très intéressant, qui peut sembler paradoxal, c'est plus d'attention personnelle, plus de communication personnelle, humaine avec les clients. Alors, d'un côté, on dit oui, plus d'intelligence artificielle, plus d'informatique, plus de digital. Et de l'autre côté, on dit plus de contact humain. Ben oui, parce que justement, on fait affaire avec des humains. Donc, premièrement, utiliser l'intelligence artificielle, la technologie pour rendre les agents immobiliers plus efficaces, réagir plus rapidement. Et deuxièmement, l'attention personnelle parce que les clients veulent avoir un individu, une personne pour répondre à leurs questions. Parce que quand on achète une maison, ce n'est pas une paire de chaussures sur Amazon qui, quand je ne suis pas content, je les ramène 2 jours après. Donc voilà. Donc, j'ai pas de boule de cristal. Ah ben si, j'en ai une boule de cristal. Là voilà ma boule de cristal. Donc tout ça pour vous dire qu'en regardant dans ma boule de cristal, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le marché aux États-Unis devrait bien se porter encore, dépendant des zones sur lesquelles vous êtes. Il y a des transactions comme il y a en France. Et ceux qui travaillent et qui font le boulot peuvent en effet réussir. Bravo Cédric. Je dis bonjour à Eric, responsable, directeur exécutif Air France, qui est avec vous aujourd'hui. Salut Eric. Et je vous dis merci et à très bientôt. Merci bien, bravo encore une fois. Merci, au revoir. Et on dit merci à Delphine Rouxel, présidente de Nestine, Sophie Richard, présidente de Viagimo, Guillaume Martineau, président de Orpi France et Daniel Iribarin, qui est président du groupe Etsy. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous pouvez les applaudir beaucoup plus chaleureusement. Hein. Allez-y, merci beaucoup.